Denis Jacob. Je termine par vous, Denis Jacob, parce qu'évidemment, on va parler tout de suite du malaise des policiers, arrêt maladie, grève du zèle, le mouvement de protestation des policiers s'étend aux 4 coins de France. Est-ce que vous pouvez nous faire un point sur la situation globale ? Oui, malheureusement, la situation aujourd'hui s'étale sur tout le territoire, qui témoigne bien d'un mal-être profond et non d'une fronde. Je tiens à le préciser, parce que je lis ici et là qu'il s'agit d'une fronde de remarquez que je n'ai pas utilisé le terme fronde. Contre la justice. Il ne s'agit pas d'une fronde contre la justice. Il s'agit de... L'affaire de Marseille, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il y a un profond mal-être, un désarroi, une incompréhension, un sentiment d'abandon qui fait que les policiers, aujourd'hui, en ont marre, en ont ras-le-bol, sont fatigués, et donc l'expriment sous diverses formes. L'état au niveau national aujourd'hui est le suivant, c'est qu'en grande majorité, il y a plus de 1100 arrêts maladie sur la région méditerranéenne principalement. Plus la grève du zèle. Ça s'ajoute des grèves du zèle sur la plaque parisienne, Paris intramuros, Petite Couronne. Ça commence à prendre forme sur les départements de la Grande Couronne et aussi à Montpellier. Il y a le département du Var qui est en train de prendre. Il y a également le département du Rhône. Il y a notamment un petit centre dans le Grand Est, Strasbourg, et un petit peu dans le Nord pour le moment. Donc ça commence à s'étaler et ça témoigne que c'est pas uniquement l'affaire de Marseille qui provoque ce mouvement massif de mécontentement des collègues. Alors, certes, Marseille est le déclencheur, puisqu'il y a, je le disais, dans tous les problèmes, l'incompréhension d'une décision de justice. Et les policiers ne s'expriment pas aujourd'hui dans leur mécontentement pour mettre la pression à la justice. Ils ne remettent pas en cause l'enquête qui est en cours. La justice doit faire son travail. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est la détention provisoire qui a été prise contre notre collègue. Peut-être qu'on ne l'a pas encore entendu. Si le parquet avait pris une position, avait fait une conférence de presse, comme le parquet l'a fait à Nanterre dans l'affaire de Naël, où il a expliqué les raisons pour lesquelles le collègue était mis en détention, nous n'en serions peut-être pas là. C'était reculer pour mieux sauter. Le mal-être, il est latent, il est récurrent, il est là depuis longtemps. Et à chaque fois qu'on a une mise en cause d'un policier dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, eh bien, tout de suite, il est vilipendé sur la place publique, il est présumé coupable et pas présumé innocent, ce qui fait qu'il y a une incompréhension de mes collègues, et ils en font part par une expression de service minimum, d'arrêt maladie. Là aussi, je voudrais qu'on arrête de dire que les policiers sont faussement malades. Les arrêts maladie, ce ne sont pas les policiers qui les signent, ce sont bien des médecins. Donc, quand on a 1100 arrêts maladie, il faudrait peut-être se poser la question s'il n'y a pas une fatigue. Vous savez, l'asthénie, c'est très vite, on peut très vite faire le diagnostic. Fatigue physique, fatigue morale, stress, du travail en continu. Il y a des fonctionnaires de police qui ont travaillé 9 jours en continu, 100 jours de repos. Il y en a qui sont rappelés sur leurs jours de repos. Donc tout ça s'accumule et les policiers, ils craquent aujourd'hui. Réaction tout de suite, Denis Jacob, et tour de table ensuite. La réaction, c'est la même que j'ai pu avoir sur les propos du président de la République, ou comme ceux qui ont été tenus par la première ministre, à savoir que l'exécutif aujourd'hui fait un équilibre entre réaffirmer sa confiance, sa reconnaissance pour le travail qui est fait par les policiers dans des conditions extrêmement difficiles, avec une violence à laquelle ils font face chaque jour, au-delà même des émeutes urbaines. Et puis, vous avez la position qui est de rappeler l'indépendance de la justice. Pourquoi ? Parce qu'il a été reproché, il y a quelques semaines encore, au président de la République de s'immiscer un peu trop dans les questions de justice, et de rappeler que l'exécutif n'avait pas à prendre positionnement d'un côté ou d'un autre par rapport à la justice. Donc c'est un juste équilibre. Moi, je tiens quand même à saluer les propos qui ont été tenus par le directeur général de la police nationale et qui font polémique. Et Laurent Nunez aussi. Et de Laurent Nunez également, qui a confirmé et soutenu les propos du directeur général. Nous en avions besoin parce qu'au-delà d'un déplacement qui reste symbolique, et même si les discours le sont tout autant, on avait besoin d'une position de notre patron, le DGPN, parce qu'au-delà d'être un préfet au service de l'État, Frédéric Vaux est un flic, un vrai flic, qui a plus de 40 ans de service, qui vient de la police judiciaire, qui a eu affaire aux criminels et aux voyous, donc il sait très bien ce que nous vivons. Alors je ne doute pas que sa prise de parole a été validée, bien évidemment, par le ministre de l'Intérieur, mais en attendant, c'était attendu, et c'était important de rappeler de la part de l'autorité son soutien et sa reconnaissance, quand on sait que dans les émeutes urbaines, à Marseille notamment,
on a eu quand même quelques autorités locales qui ont dit à nos collègues sur le terrain, pas de prisonniers, vous n'emmenez personne en garde à vue, les gardes à vue sont pleines, vous réglez le problème. Les prisons sont pleines. Vous réglez le problème sur place. Donc, quand vous interpellez des individus comme ça s'est passé 15, 20, que vous les menotez, vous contrôlez leur identité, et puis que le patron qui est sur place vous dit, vous les remettez en liberté, que vous les retrouvez une demi-heure plus tard en train d'à nouveau brûler et casser, je ne le justifie pas, je ne l'excuse pas, mais il ne faut pas s'étonner non plus qu'on puisse avoir, à la marge, des collègues qui puissent déborder. Mais là aussi, concernant notre collègue de Marseille qui a été mis en détention provisoire, la présomption d'innocence, elle doit être appliquée. La détention provisoire ne se justifie pas au regard des critères qui la définissent. Il y en a 7, c'est l'article 144 du Code de procédure pénale. Moi, quand je les reprends, je vois pas dans quels critères rentre notre collègue. Très honnêtement, c'est un fonctionnaire de l'État. L'État employeur a toutes les garanties de représentation pour notre collègue. Ce n'est pas un risque au trouble à l'ordre public. Donc, voilà, alors qu'il soit mis sous bracelet électronique, qu'il soit interdit de séjour à Marseille, qu'il fasse l'objet d'un contrôle judiciaire, personne ne le conteste. Mais la détention provisoire, on ne la comprend pas. Denis Jacob. Je vous remercie, Monsieur Robinet, de votre intervention. C'est très important ce que vous venez de dire. Effectivement, quand on a, et fort heureusement, une minorité d'élus de la République qui vilipendent l'action de la police, qui critiquent le mouvement qui est en cours, qui nous insultent, de séditieux, de factieux, alors même que ce sont les mêmes qui vont à l'encontre des décisions de justice pour participer à des manifestations interdites. Mais moi, ça me choque. Et c'est ce genre de discours porté par une parole publique, qui plus est quand c'est un élu de la République, qui attise les braises de la haine et du conflit avec la police nationale auprès d'une partie de notre population. Et ça, c'est très dangereux pour notre démocratie et pour notre République. Bon, après, on sait d'où ça vient, donc c'est pas étonnant, mais je pense qu'à un moment donné, il va falloir que ça cesse également. Je pense que, je vais reprendre une expression que j'utilise depuis, malheureusement, l'affaire de Marseille, les policiers ne sont pas au-dessus de la loi, ils ne sont pas en dessous non plus. C'est la même chose pour les élus de la République, et c'est la même chose pour tous ceux qui s'expriment sur le sujet actuel. Nous sommes dans une société de l'inversion de la charge, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le coupable, le voyou, le criminel, c'est le policier, et le délinquant devient la victime, surtout avec les discours que certains font circuler. Donc oui, le ras-le-bol, il est là, et vous pointez très, très justement un autre problème de notre institution, ce sont les milliers de démissions que nous avons. Les crises de vocation. Et ça, c'est un fait. C'est un fait. Donc, à un moment donné, et je vais reprendre une expression d'un journaliste très connu, il faut que la peur change de camp. Et une bonne fois pour toutes. Parce que sinon, nous sommes le dernier rempart de la démocratie. Si les collègues arrêtent de faire leur travail définitivement, on va voir ce que c'est qu'une société sans police. Et je pense que ceux-là même qui vilipendent la police aujourd'hui, demain seront les premiers à venir rechercher la police parce qu'ils en auront besoin. D'ailleurs, ils en ont besoin à titre personnel puisqu'ils font l'objet de services de police à titre personnel. Je pense qu'à un moment ou un autre, il va bien falloir que le ministre de l'Intérieur prenne la parole. Le directeur général l'a fait en son nom, puisque je... De toute façon, Gauthier Lebret le disait, on ne peut pas imaginer 14 secondes et demie que Frédéric Vaux ait pris la parole sans la validation de son ministre, et idem pour Laurent Nunez. Enfin, ça me paraît totalement... De toute façon, je pense que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est suffisamment franc et politique pour assumer lui-même les propos qu'a tenus son directeur général. J'en doute pas un seul instant. Le moment n'est peut-être pas le plus opportun pour lui, mais en tous les cas, oui, il va y avoir un moment où notre ministre va devoir prendre une... De toute façon, là, on a une situation de blocage pour le moment. Et sur la solution, nous, on ne demande pas à ce qu'il y ait un régime d'exception pour les... On en parlera, oui, parce qu'on dit juste... Certains syndicats disent qu'il faut une juridiction spécifique, une justice spécifique. Mais moi, je vais beaucoup plus loin. Elle ne doit pas être juste pour les policiers. Elle doit être pour les fonctionnaires d'État. Les fonctionnaires d'État représentent l'État. L'État est garant de ses agents. Donc, dès lors que vous n'êtes pas coupable, vous êtes présumé innocent. Tant que les faits ne sont pas clairement établis de votre responsabilité, l'État doit mettre en place un statut général pour les fonctionnaires, de dire qu'ils représentent les fonctionnaires auprès de la justice, et que tant qu'on n'a pas la véracité des faits, la culpabilité avérée des agents, eh bien, il doit mettre en place une protection fonctionnelle renforcée. Il doit y avoir des garanties données à la justice pour qu'ils ne soient pas mis en détention
provisoire parce que nous représentons l'État. On sait nous dire, il y a des circonstances aggravantes quand ça arrange. Mais là, on est dans une situation où nous représentons l'État et que nous devons, nous aussi, en tant qu'agents de l'État, avoir une garantie de protection fonctionnelle tant que notre responsabilité n'a pas été clairement mise sur la table. Ce qui est le cas pour notre collègue de Marseille. William Tay. Et Jacob. Oui, je vous remercie de ces propos que vous venez de tenir et je vais rebondir dessus. Le mécontentement, il y a l'affaire de Marseille, mais il y a le mécontentement sur le fait que, pour quelle raison notre collègue qui est incarcéré à Nanterre n'a pas le droit d'aller au parloir pour parler à sa famille, alors que les criminels, les délinquants qui sont incarcérés ont le droit. Pourquoi ? Et s'il y a une raison, qu'on nous la donne. On nous la donne pas. Et puis, on a un policier à Marseille qui est en détention provisoire. Alors, on peut considérer que le juge des libertés et de la détention a retenu des critères probants. Moi, j'en doute. En tous les cas, je m'interroge sur les raisons qui ont poussé à cette détention. Mais à côté de ça, vous avez le 14 juillet un individu qui a porté des coups de marteau sur un enfant de 12 ans à Caen. Oui, on l'a évoqué ce week-end. Il a été laissé libre. Vous avez le 27 mai, un policier qui a été grièvement blessé à La Rochelle suite à un refus d'obtempérer. L'individu, il a été laissé libre. Vous avez le 13 juillet, où un individu qui a fait un refus d'obtempérer, percuté une poussette, fait un recel de vol et s'est soustrait à une OQTF. Il a été laissé libre. Et puis vous avez également, excusez-moi, mais un auteur de viol dans l'Hérault. Pour un vice de forme du jugement, il a été remis en liberté. Est-ce que le juge va être sanctionné ? Viol et acte pédophile. Viol et acte de pédophilie, effectivement. Donc, vous voyez, cette déséquilibre. Alors, les policiers ne demandent pas un régime d'exception, mais à l'inverse, ils demandent à ce que la mesure d'exception de détention provisoire leur soit appliquée aussi et qu'elle ne devienne pas, c'est un peu le sentiment qu'on a, qu'elle ne devienne pas aujourd'hui la règle. On va suivre un procès à Beauvais qui s'ouvre aujourd'hui. Je vous rappelle les faits. Fin mai, Léo, 8 ans, s'est fait percuter par un motard qui faisait du rodéo sauvage. Le procès s'ouvre aujourd'hui. C'est un phénomène qu'on connaît non-stop, notamment l'été. C'est un vrai fléau. C'est un vrai fléau, la problématique des rodéos urbains, et ça rentre, et ça me fait rebondir à nouveau pour l'affaire de Nanterre, mais ça rentre aussi dans le cadre des problématiques que l'on a avec les refus d'obtempérer. C'est-à-dire qu'un rodéo urbain, nous avons des consignes aujourd'hui de ne plus prendre en charge. Ce qu'on appelle la prise en charge, c'est la poursuite. Au risque que ces jeunes aient un accident, se tuent, mais que eux aussi aillent tuer quelqu'un. Alors on fait quoi ? On laisse faire, ils vont tuer quelqu'un. Ou alors on neutralise et malheureusement, il arrive ce qui arrive, on a quelqu'un de tué. Donc nous, on n'est pas jusqu'au boutiste dans l'action de police. Bien évidemment, il faut de la répression, mais il faut aussi des dispositifs pour essayer en amont d'éviter les rodéos urbains. Et nous, on préconise un élargissement de l'utilisation des drones et aussi la possibilité d'avoir un accès immédiat, puisque c'est soumis à la CNIL, une enquête judiciaire et tout ça, et qu'on puisse ouvrir un peu plus largement l'accès aux vidéosurveillances pour pouvoir remonter à la source, c'est-à-dire suivre en direct l'évolution de ceux qui font des rodéos urbains pour déterminer où ils résident, parce que malheureusement, très souvent, dans la grande majorité des cas, les motos qu'ils utilisent, ce sont des motos volées. Ça ne leur appartient pas. Alors se pose aussi le débat, que nous avons d'ailleurs obtenu en termes de mesures, c'est la destruction systématique des véhicules. Alors, ça règle rien sur le fond, parce que s'ils l'ont volé, ils vont aller en voler une autre. Mais si on ne peut pas identifier rapidement le propriétaire, c'est la destruction systématique. Au moins, on évitera d'avoir ce fléau, surtout en été, de jeunes qui prennent des risques inconsidérés, alors qu'ils les prennent pour eux, c'est leur problème, je dirais, mais qu'ils aillent tuer là, c'est l'exemple de Léo. Quelqu'un, et vous voyez ce gamin à Beauvais, bon voilà, la justice, là aussi, elle doit être implacable dans le traitement de cette délinquance. Et, il y a eu des brigades spéciales qui ont été installées dans certaines communes. Oui, il y a des brigades spéciales. Vous allez nous dire ce que vous avez fait, ce que vous faites à Arras. C'est très compliqué de prendre en charge un deux roues. Le problème, c'est que lorsqu'on monopolise une brigade sur cette affaire de rodéo... comme toujours, quand on fait une mission, on n'en fait pas une autre. On n'en fait pas une autre, donc évidemment, c'est assez problématique. Le rodéo urbain, ça rejoint aussi la problématique du traitement des refus d'obtempérer avec les véhicules 4 roues, parce que le rodéo urbain, c'est pas uniquement avec des motos. Vous en avez aussi avec des véhicules. Eh bien, quand vous n'êtes pas en capacité d'arrêter le véhicule et que la seule mesure que vous pouvez prendre, c'est l'usage de l'arme de service pour neutraliser le véhicule,
parce qu'il y a un danger pour vous ou pour autrui, eh bien, on rentre dans la polémique qu'on a rencontrée à plusieurs reprises. Il y a l'affaire malheureuse de Nanterre, mais il y a eu d'autres affaires précédentes qui démontrent que parfois on n'a pas d'autre choix que d'utiliser l'arme de service, et c'est pas de gaieté de cœur qu'on le fait, mais c'est ça, ou alors ils vont tuer quelqu'un, comme on a eu le cas à Rennes, où une femme a été tuée à cause de quelqu'un qui avait fait un refus d'obtempérer. Très souvent dans ces rodéos urbains, on a affaire à qui? À des mineurs. Ah oui. Quid de l'autorité parentale et de la responsabilité. On en revient toujours même à la même problématique. C'est un problème d'éducation, etc. Évidemment. Polémique, c'est tabou. Non, mais quand c'est un mineur, mais vous avez raison de le souligner, qui n'est pas en capacité de payer sa dette pour ce qu'il a commis, ben c'est les parents qui doivent le faire. À un moment donné, il faut que l'autorité parentale s'affirme. Elle s'affirme pour faire des enfants. Elle s'affirme sur la responsabilité d'assurer la bonne éducation de ses enfants. Elle s'applique et elle s'assume aussi quand les enfants font des bêtises. On est tous pères ou mères de famille. On a tous des enfants. On a nous-mêmes été enfants. On a fait des bêtises aussi. Eh bien, quand on n'est pas responsable de ces actes, c'est les parents qui le sont. Il faut des mesures en amont pour éviter que ça se produise, bien évidemment. Et c'est pas la police qui va pouvoir régler tous ces problèmes. Il y a plein de dispositifs à mettre en amont. En amont, évidemment. Social, pédagogique, éducatif. Sur les réseaux sociaux, très rapidement, il y a un vrai sujet. Il y a un vrai sujet, et d'ailleurs, les émeutes qu'on a connues en ont été une belle démonstration, c'est-à-dire l'effet mimétisme, l'effet de faire plus que l'autre. J'ai brûlé ça, mais moi je vais brûler autre chose, et encore plus fort. Et d'ailleurs, le président de la République avait demandé à voir les différents fournisseurs, Twitter, Facebook et tout ça. Je pense que ça, c'est un vrai sujet. Contre les policiers. L'intensité des attaques contre mes collègues, c'est à celui qui tuerait le policier parce que un a été blessé, bah, il s'est pris une petite fusée, moi je vais en balancer une plus grosse. Il faut très sérieusement qu'il y ait, et je l'assume, et alors on va peut-être me taxer de vouloir porter atteinte aux libertés publiques, mais à un moment donné, quand on est confronté à des situations exceptionnelles, comme on a vécu avec les violences urbaines, eh bien, mesure exceptionnelle, on doit pouvoir couper l'accès momentané mais vous à ces savez, réseaux. À une époque, j'étais sur une autre chaîne et on avait pris la décision de ne plus communiquer le nombre de voitures brûlées le soir du Nouvel An, puisque vous savez que voilà, parce qu'il y a une espèce de surenchère. Ah, Strasbourg, on a brûlé tant. Ah, tiens, à Nantes, tiens, à Marseille. Et évidemment, nous aussi, on a un rôle, nous médias, effectivement, par rapport à tout cela. On en est...